Les gardes impériaux le trouvèrent caché dans la cave à vin d'une villa abandonnée, serrant dans sa main tremblante une petite fiole de poison. Ce n'était pas un vulgaire criminel, ni un rebelle politique. C'était Sporus, à peine âgée de 20 ans, autrefois impératrice de Rome, sur le point de sauter la vie plutôt que de subir ce que le nouvel empereur avait préparé pour lui dans l'arène du Colisée. Mais pour comprendre pourquoi la mort lui semblait plus douce que ce qui l'attendait, il faut revenir 3 ans en arrière, au moment où un empereur éploré et à moitié fou posa pour la première fois les yeux sur un adolescent qui ressemblait trait pour trait à sa femme défunte. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire d'excès romain. C'est le cas le plus troublant d'usurpation d'identité de toute l'histoire, un vol non pas d'un nom ou d'une fortune, mais d'une existence entière, effaçant chirurgicalement une vie pour en ressusciter une autre. Et le plus terrifiant, c'est que tout ce récit provient des archives officielles de Rome. Rome, 65 après J.C. L'homme le plus puissant du monde venait de devenir meurtrier. Pas par la guerre ou une exécution, cela faisait partie du quotidien dans l'Empire. Non, l'empereur Néron venait de tuer sa femme enceinte, Poppée Sabine, de ses propres mains, dans leurs appartements privés. Certains racontent qu'il s'agissait d'un seul coup violent porté à son ventre gonflé. D'autres décrivent un passage à tabac brutal qui la laissa agonisante sur le marbre, tandis que Néron, soudain conscient de son geste, appelait en vain les médecins incapables de vaincre la mort, même pour un empereur divinisé. La femme qui mourut ce jour-là n'était pas une épouse impériale comme les autres. Poppée Sabine était l'obsession de Néron, sa muse, la seule à pouvoir refléter sa vision grandiose de lui-même. Les chroniqueurs de l'époque la décrivent comme d'une beauté presque surnaturelle, une chevelure ambrée qui captait la lumière comme de l'or filé, une peau si pâle qu'elle semblait lumineuse, et surtout, d'immenses yeux aux reflets de pâte d'amande, comparés par les poètes à ceux de Vénus. Mais ce que beaucoup ignorent à propos du chagrin de Néron, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un deuil ordinaire. Quand on règne sur 60 millions d'âmes, quand on grandit persuadé d'être issu des dieux, quand la réalité plie à votre volonté, la mort de votre bien-aimé n'est pas seulement une perte. C'est une insulte personnelle de l'univers, une frontière insupportable à celui qui n'en reconnaît aucune. La réaction de Néron à la mort de Poppée choqua même l'aristocratie romaine, pourtant habituée à toutes les extravagances. Il refusa la crémation traditionnelle et fit embaumer son corps avec plus d'épices que n'en produisait toute la péninsule arabique en une année. Il la fit vêtir de ses plus riches étoffes et déposer dans un sarcophage de cristal afin de pouvoir la contempler. Les serviteurs du palais racontaient avoir trouvé l'empereur conversant avec le cadavre, lui dressant une place à table, lui demandant conseil sur les affaires d'État. Les médecins de la cour, ceux qui osaient encore l'approcher, expliquaient que le deuil pouvait prendre des formes étranges. Mais il ne s'agissait pas seulement de chagrin. Néron se fissurait. Le sommeil ne lui venait plus qu'avec d'énormes doses de vin mêlé de pavot. La nuit, il se réveillait en hurlant le nom de Païa, persuadé de l'entendre l'appeler depuis la pièce voisine. La nourriture avait perdu toute saveur, sauf si elle était préparée exactement selon ses goûts à elle. Il ordonna que ses appartements soient conservés intacts jusqu'à la position de sa brosse à cheveux sur la coiffeuse. Mais le plus inquiétant commença 2 mois après sa mort. Néron se mit à la voir partout, dans le visage d'une jeune esclave servant du vin, dans le profil de l'épouse d'un sénateur au jeu, dans les traits des prostituées des quartiers populaires de Rome. En pleine réunion, il s'interrompait brusquement, fixant une femme quelconque qui lui rappelait, même de façon infime, la défunte impératrice. Plus d'une fois, il effraya des femmes innocentes en leur saisissant le visage, le tournant vers la lumière, cherchant désespérément un reflet qui n'existait pas. L'ensemble de la maison impériale retenait son souffle, espérant que cette folie passerait. Elle ne fit que s'aggraver. Néron commanda des centaines de peintures et de statues de Poppée, exigeant que les artistes captent non seulement son apparence mais son essence. Quand, inévitablement, ils échouaient car ni la peinture ni le marbre ne pouvaient enfermer une âme vivante, il entrait en fureur, faisait battre les artistes ou s'effondrait en sanglots comme un enfant. Puis vint ce jour fatidique, à la fin de l'an 65, qui changea tout. Néron,
contraint de se concentrer pour échapper à sa douleur, présidait à la confirmation d'une série de nominations administratives. Parmi les jeunes fonctionnaires présentés se trouvait un affranchi récemment promu à un poste mineur. L'empereur leva les yeux de ses rouleaux interminables, et le temps sembla se figer. Le garçon qui se tenait devant lui, 15 ans à peine, avait les yeux de Poppée. Pas une ressemblance lointaine, les mêmes grands yeux aux longs cils noirs qui avaient jadis captivé Néron. La même finesse des traits, le même léger mouvement de tête lorsqu'il était nerveux, et jusque dans l'iris, les mêmes éclats d'ambre qui accrochaient la lumière des lampes. Néron bondit de son trône si violemment que les rouleaux se dispersèrent au sol. Toute la cour retint son souffle. L'empereur s'approcha du garçon, l'observant comme un prédateur examine une proie. Mais dans son regard brillait autre chose, une espérance désespérée, une joie maniaque plus effrayante encore que la colère. « Quel est ton nom » demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Sporus, divin Auguste, je m'appelle Sporus. » Il faut ici marquer une pause et donner un contexte que les historiens romains omettent souvent. Sporus n'était pas n'importe quel esclave. Il était né au sein même de la maison impériale, fils d'une captive germanique morte en couches. Élevé dans les couloirs labyrinthiques du palais, il avait reçu une éducation semblable à celle des enfants d'affranchis impériaux, grec, latin, mathématiques, rhétorique. Ses traits délicats et son intelligence précoce l'avaient destiné à l'administration plutôt qu'aux travaux manuels. Mais tout cela ne comptait plus. En cet instant, Sporus cessait d'exister en tant qu'individu. Il devenait la toile vierge sur laquelle l'empereur allait peindre son délire. L'examen de Néron dura ce que les témoins décrivirent comme une éternité, bien que ce ne fût que quelques minutes. Il lui toucha le visage, tourna sa tête vers la lumière, passa ses doigts dans ses cheveux. Sporus restait immobile, conscient que sa vie tenait à un fil, mais sans saisir encore l'ampleur de l'horreur qui l'attendait. Enfin, Néron recula. Le sourire qui illumina son visage fut décrit par un chroniqueur comme celui d'un homme persuadé d'avoir trouvé le secret de vaincre la mort. « Annulez les audiences du jour », ordonna-t-il. « Convoquez mes médecins personnels. Qu'ils préparent leurs chambres les plus raffinées et leurs instruments les plus affûtés. Nous avons du travail. » La transformation de Sporus ne commença pas immédiatement par la chirurgie, cela viendrait plus tard. D'abord, Néron devait l'étudier, comprendre en quoi ce garçon pouvait être modelé pour devenir sa bien-aimée disparue. Pendant des jours, Sporus fut installé dans des appartements luxueux attenants à ceux de l'empereur et soumis à d'innombrables examens et mesures. Néron fit venir ses artistes les plus fidèles, ceux qui avaient peint Poppée de son vivant. Ils reçurent l'ordre d'esquisser Sporus et de comparer trait par trait avec la défunte. Néron se plongeait dans ses études comme un érudit dans ses textes sacrés, annotant, planifiant les modifications. Mais il ne s'agissait pas seulement d'apparence physique. Il fit parler Sporus pendant des heures, corrigea sa prononciation, lui enseigna la façon si particulière qu'avait Poppée d'étirer certaines voyelles. Il analysa sa démarche, ses gestes, la manière dont il posait ses mains en s'asseyant. Chaque déviation des manières de Poppée était notée pour correction. La torture psychologique avait commencé. Sporus n'avait plus le droit d'utiliser son propre nom. Les serviteurs devaient l'appeler dame ou maîtresse. Ses tuniques furent remplacées par des robes aux couleurs favorites de Poppée. On lui apprit à se farder, non pas à la manière simple des jeunes Romains, mais avec le maquillage sophistiqué d'une noble. Imaginez, chaque matin, devant un miroir de bronze poli, il voyait son visage s'effacer un peu plus, remplacé par celui d'une femme qu'il n'avait jamais connue. Les serviteurs de l'époque racontèrent qu'il parlait à peine, mangeait peu, avançait comme dans un cauchemar éveillé. Mais il ne résistait pas. Comment l'aurait-il pu? Un seul mot de protestation aurait signifié la mort ou pire. Car Sporus avait vite compris ce que Néron préparait. L'empereur ne cachait pas ses intentions, il en parlait ouvertement, avec l'excitation d'un artiste décrivant son chef-d'œuvre en cours. Les médecins avaient été consultés, les procédures expliquées. Sporus allait être transformé physiquement en femme par la castration et d'autres modifications chirurgicales.
Ce n'était pas seulement effacer sa virilité, les eunuques existaient déjà dans certaines fonctions romaines. C'était une tentative sans précédent, reconstruire un corps masculin pour en faire une approximation féminine. Menacés de mort s'ils refusaient et promis de fabuleuses récompenses en cas de succès, les médecins avaient élaboré des opérations allant bien au-delà de la simple castration. La veille de la chirurgie, un épisode marquant eut lieu. Néron vint trouver Sporus dans ses appartements, portant une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une bague, l'anneau nuptial de Poppée, un énorme émeraude serti de perles. Il le passa au doigt du garçon, trop fin pour un tel bijou. « Demain, dit-il, tu renaîtras, tu deviendras celle que tu as toujours été destinée à être, et je t'aimerai comme je l'ai aimé. » Sporus osa murmurer. « Est-ce que ça fera mal ?» L'espace d'un instant, une lueur presque humaine traversa les yeux de l'empereur, puis elle disparut, remplacée par sa certitude délirante. « Toute naissance fait souffrir, répondit-il. Mais ce qui en sort est beau. » L'opération eut lieu dans une salle spécialement préparée de l'aile médicale du palais. Les détails exacts ont été peu rapportés, mais on sait qu'elle dura des heures. Selon une source, les cris de Sporus s'entendaient à 3 couloirs de distance malgré les murs épais. Néron attendait derrière la porte, arpentant le sol comme un futur père anxieux, criant parfois des encouragements, comme si ses mots pouvaient adoucir l'agonie. La convalescence fut interminable. Les risques d'infection étaient immenses en une époque sans antibiotiques. Les modifications avaient été si lourdes que Sporus dut réapprendre certaines fonctions élémentaires. Pendant tout ce temps, Néron resta présent, ajustant lui-même les doses de vin de pavot, changeant parfois les bandages de ses propres mains impériales. Ce geste pourrait sembler tendre, si l'on oubliait le but. Il ne soignait pas un être humain, il façonnait un objet, un corps à l'image de son obsession. Chaque attention s'accompagnait d'un rappel. Sporus n'était plus lui-même, il devenait Poppée. Néron lisait à son chevet les poèmes préférés de la défunte, racontait des souvenirs comme si Sporus devait les partager, brouillant peu à peu la frontière entre l'adolescent et l'impératrice disparue. Lorsque son corps commença à guérir, une autre transformation, plus insidieuse, débuta. Des armées de tuteurs furent dépêchées pour parfaire l'illusion. On lui apprit à marcher avec les petits pas balancés attendus d'une matrone romaine. Ses mains furent entraînées à tenir une coupe de vin avec grâce, à accompagner ses paroles de gestes mesurés. La voix devint l'objet d'un travail acharné. Parler plus haut, plus doux, imiter les inflexions de Poppée, ses rires, ses intonations familières. Un vestiaire fut créé, non pas de simples habits féminins, mais des répliques exactes des robes de l'impératrice, réalisées par les couturières impériales à partir de modèles conservés. Les joailliers réajustèrent ses bijoux pour les nouvelles proportions de Sporus. Même ses parfums furent reconstitués à l'identique, mais les apparences ne suffisaient pas. Sporus dut étudier la vie de Poppée dans ses moindres détails, son enfance à Pompéi, ses mariages, ses goûts, ses opinions. Quand Néron évoquait des souvenirs intimes, Sporus devait répondre comme s'il les partageait. Chaque journée devenait une répétition permanente, chaque geste une performance. La première apparition publique eut lieu environ 6 mois après l'opération, lors d'un dîner restreint avec les conseillers les plus proches de l'empereur. Quand Sporus entra dans la salle, vêtu d'une robe pourpre caractéristique de Poppée et couvert de ses bijoux, un silence glacé tomba. Tous avaient entendu les rumeurs, mais voir de leurs yeux, cette transformation dépassait l'imagination. Dans la lumière des lampes, maquillé à la perfection, le garçon ressemblait à s'y méprendre à l'impératrice disparue. Ses gestes, son sourire, l'inclinaison de sa tête, tout rappelait Poppée. Ou plutôt, l'image que Néron voulait imposer. L'empereur, radieux, gardait Sporus à son bras et le présentait comme « ma bien-aimée Sabina », utilisant le nom de famille de Poppée. Les invités, experts en survie politique, jouèrent le jeu avec un enthousiasme forcé. Ils complimentaient sa beauté, s'enquéraient de sa santé, comme si les derniers mois n'avaient été qu'un mauvais rêve et que l'impératrice n'était jamais morte. Mais l'illusion n'était pas parfaite pour tous. Tacite, des années plus tard, rapporte que certains remarquaient les mains de Sporus, encore trop larges malgré les onguents, la carrure de ses épaules,
ou parfois une voix masculine qui perçait à travers l'entraînement. Plus poignant encore, quelques éclairs de sa véritable personnalité transparaissaient intelligence vive, ironie discrète, tristesse profonde. Mais ces lueurs étaient aussitôt réprimées. Toute déviation signifiait la menace de perdre l'affection de Néron et peut être sa vie. L'annonce du mariage plongea Rome dans la stupeur. Début 67, le peuple apprit que l'empereur allait épouser son affranchie, désormais transformée en femme. La cérémonie serait officielle, avec toutes les traditions d'un mariage d'État. Les prêtres préparèrent les sacrifices, les rues furent décorées de guirlandes, et les invitations distribuées à tout le Sénat et aux dignitaires étrangers. Nul ne pouvait décliner. Le jour venu, Sporus fut vêtu du voile safran des épouses romaines, le visage couvert de fards rituels. Une dot fut inscrite, des contrats signés comme pour toute union légitime. Bien que toute descendance fût impossible, Néron joua son rôle de mari avec un sérieux glaçant. Il prononça les vœux, accomplit les rituels et porta son épouse au-delà du seuil, comme le voulait la coutume. Le banquet nuptial dépassa toute imagination. Paons farcis d'oiseaux chanteurs, vins millésimés des caves impériales, musiciens et danseurs venus des quatre coins de l'Empire. Les sénateurs, les poètes, tous louèrent la beauté de la mariée et la félicité du couple. Mais derrière les sourires figés, chacun comprenait qu'il assistait à une violation monstrueuse des lois naturelles et des valeurs romaines. Pourtant, applaudir était le seul choix pour survivre. La vie de Sporus en tant qu'impératrice fut un théâtre permanent. Chaque matin, il était vêtu des robes de popée, ses cheveux arrangés selon ses coiffures favorites, son visage peint pour maintenir l'illusion. Aux yeux du public, il devint l'ombre vivante d'une femme morte. Néron l'exhibait partout au théâtre, aux jeux, aux cérémonies, et même en voyage en Grèce où les Grecs, soucieux de plaire, le traitèrent comme une véritable Augusta. Mais dans l'intimité, l'horreur persistait. Néron exigeait que Sporus joue non seulement une épouse, mais Popée elle-même, jusque dans l'intimité et les souvenirs partagés. La chute de Néron en 68 entraîna Sporus dans un nouveau cauchemar. L'empereur fugitif l'emmena dans sa fuite, l'appelant son unique amour et lui demandant même de l'aider à mourir. Sporus guida la main de Néron vers la dague, mettant fin à son règne. On aurait pu croire qu'il serait libéré. Il ne fut qu'un trophée convoité par les successeurs. Galba l'ignora, Othon l'envisagea comme une veuve légitime, et Vitellius le réduisit à un objet de spectacle. Sous Vitellius, la tragédie toucha son sommet. L'empereur voulut l'exhiber dans le Colisée, le forçant à rejouer le mythe de Proserpine, enlevé, violé publiquement, puis exécuté. Sporus, à peine 20 ans, choisit alors de s'empoisonner plutôt que de subir cette ultime humiliation. Sa mort mit fin à une existence effacée, reconstruite de force et détruite par le délire d'un tyran. L'histoire de Sporus soulève encore aujourd'hui des questions terribles sur l'identité, la liberté et l'abus absolu de pouvoir. Ce jeune homme, transformé en fantôme d'une femme qu'il n'avait jamais connue, fut trahi par tous ceux qui participèrent à la mascarade. Médecins, artistes, courtisans, serviteurs. Sa seule décision véritable fut son suicide, ultime acte de résistance.